Le groupe djihadiste Boko Haram continue ses exactions au nord du Cameroun. 6 civils y ont été tués dans la nuit de jeudi à vendredi. La Centrafrique prend ses précautions pour éviter une éventuelle épidémie d'Ebola. Des contrôles s'opèrent à Bangui, notamment sur ceux qui viennent de la RDC voisine. Harcèlement et violence en milieu de travail. L'Organisation internationale du travail a décidé de concevoir un traité d'ici à l'année prochaine. Tous les matins, Firmin, employé par le ministère centrafricain de la Santé, vient se poster avec d'autres agents au bord de l'Ubangi, affluent du fleuve Congo qui sépare son pays de la RDC. Armé de son thermomètre à infrarouge, il prend la température de tous ceux qui arrivent de la République démocratique du Congo voisine, frappée par le virus Ebola. Nous sommes de la surveillance épidémiologique, nous sommes des agents qui surveillent les gens qui passent de l'autre côté, qui viennent de l'autre côté du Zaïre, RDC, qui arrivent. Quand ils arrivent dans la pirogue, on les interpelle. Quand la température est élevée, nous appelons directement le niveau central, c'est-à-dire le CTE. Donc ils vont envoyer l'ambulance pour venir chercher le cas suspect. L'OMS considère que parmi les 9 pays voisins de la RDC, la République du Congo, Congo-Brazzaville et la RCA sont à plus grand risque de propagation. Presque exclusivité de tous les cas où le virus est passé des animaux à l'homme, c'était à travers des chasseurs ou des gens qui consommaient de la viande de brousse. L'épidémie de la fièvre Ebola a déjà tué 27 personnes en RDC depuis un mois. Un seul cas suspect a été identifié dans l'est de la Centrafrique, mais les analyses se sont révélées négatives au virus Ebola. Une ambulance spéciale est mobilisée en permanence, chargée d'emmener les cas suspects à l'hôpital général de la capitale centrafricaine, où ils seront mis en quarantaine. Des prélèvements sont ensuite envoyés à l'Institut Pasteur de Bangui, seul habilité à dépister le virus. Situé dans la région camerounaise de l'extrême nord, le village de Mangave Foya Jalingo a été attaqué par Boko Haram. Au moins 6 morts ont été enregistrés parmi la population locale, à en croire le chef du canton de Doba. Le témoin a raconté que les assaillants ont attaqué la maison d'un chef de quartier qu'ils ont abattu, ainsi que 2 autres personnes se trouvant dans la maison. Lorsque, intrigués par les coups de feu, les voisins sont sortis, les djihadistes ont tiré et tué 3 autres personnes. Selon la même source, les membres du comité de vigilance du village, les forces de sécurité et de défense ainsi que des habitants du village ont par la suite poursuivi les assaillants et en ont tué 5 et arrêté 3 autres selon le chef du canton. Les attaques de Boko Haram qui étaient régulières dans la région camerounaise de l'extrême nord, frontalière du Nigeria et du Tchad, avaient sensiblement baissé ces derniers mois. Le groupe nigérien Boko Haram mène ses attaques dans le nord du Cameroun, mais aussi au Niger et au Tchad, dans les zones frontalières du lac Tchad. Depuis 2014, date à laquelle le Cameroun a commencé à lutter contre Boko Haram, les islamistes ont tué 2000 civils et militaires et enlevé 1 millier de personnes dans l'extrême nord, selon International Crisis Group. L'acquittement vendredi de l'ex-chef de guerre et ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, a été accueilli par des cris de joie chez ses proches à Kinshasa et salué par l'opposant Moïse Katumbi. L'annonce du verdict en appel de la Cour pénale internationale suivie en direct à la télévision, les pro-Bemba ont pleuré et se sont embrassés. Je pleure de joie parce que Jean-Pierre Bemba était un homme mort. Il vient d'être ressuscité. J'ai cru fortement à la libération de Jean-Pierre Bemba. Raison pour laquelle je suis en train de pleurer. Des acclamations ont aussi parcouru l'Assemblée nationale pendant et après l'exposé du président de la commission électorale Corneille Nangaa sur le vote très compromis des Congolais de l'étranger
à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain. L'annonce de l'acquittement de Bemba, qui avait été battu par Joseph Kabila lors de la présidentielle de 2006, puis avait quitté Kinshasa sous escorte blindée des casques bleus en 2007, après de violents combats entre l'armée congolaise et sa milice, intervient dans un contexte de plus en plus tendu. Le deuxième et dernier mandat du président Kabila a pris fin le 20 décembre 2016. Le président affirme qu'il respectera la Constitution sans déclarer formellement qu'il quitterait le pouvoir. Ses détracteurs l'accusent de chercher un moyen de rester au pouvoir. Un membre des commandos américains a été tué ce vendredi dans une attaque qui a aussi blessé 4 militaires américains et un soldat somalien. L'attaque s'est produite dans le Jubaland, la région frontalière du Kenya où des forces composées d'environ 800 soldats somaliens, kenyans et américains tentaient de déloger les combattants islamistes radicaux Shebab affiliés à Al-Qaïda. Selon l'Africom, la force multinationale a été visée par des tirs de mortier et d'armes légères. Toujours selon l'Africom, l'objectif de la mission était de débarrasser les zones contestées des Shebab, de libérer des villages du contrôle des Shebab et d'établir un avant-poste de combat permanent visant à augmenter la portée de la gouvernance et de la sécurité du gouvernement fédéral somalien. Dans un tweet, le président américain Donald Trump a présenté ses condoléances. Les forces américaines sous le commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, sont partenaires de la mission de l'Union africaine dans le pays AMISOM et les forces somaliennes dans le cadre d'opérations de contre-terrorisme et ont fréquemment mené des raids et des frappes par drone contre des camps d'entraînement Shebab à travers la Somalie. Nous voulions venir au Zimbabwe en entendre les gens partager leurs préoccupations. Nous espérons vraiment que dans 52 jours, il y aura des élections transparentes, responsables, libres, équitables et crédibles. Accountable, free, fair, credible, some of those things that have... Certaines des choses qui ont été portées à notre attention comprennent des questions comme le traitement des bureaux de vote, l'impression des bulletins de vote, la présence militaire. Ce sont des questions qui nous sont apparues en premier plan. Nous avons reçu des rapports unanimes selon lesquels le climat politique du pays a changé de façon marquée depuis novembre dernier. Il est de la responsabilité de tous les acteurs électoraux de prendre les mesures nécessaires pour instaurer avec tout le peuple la confiance que ces élections peuvent ouvrir la voie à un nouveau système démocratique. Mais ils avaient pensé que le Mali était une nation statique qui ne bouge pas et les Maliens des éternels adolescents. Et chaque fois qu'ils verront Boubé, ils prendront la peur. Ça peut être la génération d'ailleurs. Il fait mal, je lui redresse. Et notre impôt n'ira dans la poche d'aucun incompétent, aucun irresponsable. Ce pays aspire à la paix. Ce pays aspire au développement. Ce pays aspire au progrès. Le progrès, la paix et le développement ne peuvent être produits que par une pensée positive et des hommes positifs. Et une pensée positive s'entend la prise en compte de l'expression de tous les citoyens. Donc en cela, la répression du samedi est une atteinte à la dignité, c'est une répression de la honte, c'est une répression du déshonneur, c'était pathétique, c'était pitoyable, c'était lamentable et c'était propre aux petits messieurs. Parce que marcher c'est un droit, nous ne demandons que des élections crédibles et transparentes en République du Mali et rien ne nous fera reculer. La dictature ne pourra jamais prendre place à la démocratie au Mali, nous tenons bon et le peuple est déterminé. C'est une lutte pour la démocratie et pour l'alternance. Parce que face à un régime qui a échoué et face à un régime qui a montré ses limites, les Maliens sont en train de souffrir tous les jours. Donc au-delà de la démocratie, c'est une question de vie ou de mort. Donc c'est pour cela qu'on est convaincus, déterminés pour la marche d'aujourd'hui. Nous exigeons des élections libres et transparentes. Nous exigeons la libération de la chaîne nationale qui est aujourd'hui prise en otage par le régime Ibrahim Boubacar Keïta. Nous exigeons la fin de la guerre civile au centre du pays. Alors que le mouvement MeToo poursuit sa lancée, la 37e session de la Conférence internationale du travail s'est penchée sur le harcèlement
en milieu de travail. Les représentants des gouvernements, des employeurs et des employés de 187 États membres de l'OIT ont adopté une résolution. Cette dernière demande que l'agence de l'ONU adopte des normes sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Il a fallu, avant, une dizaine de jours de discussion. Ces normes devraient prendre la forme d'une convention contrainte complétée par une recommandation. La convention, qui doit désormais être rédigée, devra être formellement approuvée en juin 2019 lorsque l'OIT célébrera ses 100 ans. En effet, la résolution demande que la Convention interdise toutes les formes de violence et de harcèlement dans le monde du travail, prévoit la mise en place de sanctions par les pays et garantisse l'existence de moyens d'inspection. Selon le texte, la lutte contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail devrait cibler l'ensemble des comportements et des pratiques inacceptables dans le monde du travail qui ont pour but de causer ou sont susceptibles de causer un dommage d'ordre physique, psychologique, sexuel ou économique, peu importe s'ils se produisent à une seule occasion ou de manière répétée. Les gouvernements seront soumis à de fortes pressions pour ratifier une convention grâce notamment à ce mouvement MeToo quasi planétaire de dénonciation des violences sexistes et sexuelles. Soupçonné de corruption, le président de la Fédération de football du Ghana, Kwesi Nyantakyi, également membre du conseil de la FIFA, a été suspendu 90 jours à titre provisoire par le président de la chambre d'instruction de la commission d'éthique de la FIFA. Son dossier pourra ensuite être éventuellement transmis à la chambre de jugement. Kwesi Nyantakyi a été piégé par des journalistes d'investigation se faisant passer pour des investisseurs potentiels à qui il fait miroiter de juteux contrats dans un film Number 12, présenté en avant-première au Centre international de conférences d'Accra, en présence de nombreux diplomates et responsables politiques. Plusieurs dirigeants de la fédération et arbitres sont également filmés recevant des pots de vin pour influencer la sélection de joueurs ou truquer l'issue de certains matchs de Première Ligue. Ce documentaire est le résultat d'une enquête de 2 ans menée par un journaliste infiltré et son équipe, Anna Aremeya Anna, connue au Ghana pour avoir révélé de nombreuses affaires de corruption ou d'abus de pouvoir dans le pays. Fin mai, la police ghanéenne avait ouvert une enquête sur des allégations de corruption à l'encontre du président de la Fédération ghanéenne de football. Et ce, suite à une plainte du chef de l'État, Nana Akufo-Addo.